Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous êtes bien chez vous malgré ces confinements qui vous obligent et qui gâchent un petit peu la vie, qui gâchent la vie de tout le monde finalement. Et malgré ça, la vie continue. Il y a pour les artisans une échéance à venir, c'est le 14 octobre, donc le vote. Élection à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion. On reçoit ce soir un des candidats. On en parle dans Cosmo Réunion. Et le candidat que je reçois ce soir est un habitué des lieux. Bonsoir Giro Payette. Bonsoir. Je veux dire, un habitué des lieux, c'est que Giro Payette connaît bien la maison. Oui, parce que pendant un petit moment, on m'a donné l'occasion d'animer une émission sur l'économie, l'émission Entreprendre Plus. Donc oui, je connais la maison. Et c'est paradoxe, est-ce que c'est un paradoxe quand on est dedans, parce que vous êtes chef d'entreprise, mais quand vous donnez la parole aux autres chefs d'entreprise, c'est plus difficile? C'est pas simple de les faire s'exprimer? Je ne vais pas généraliser, mais en règle générale, les artisans, avant qu'ils se confient à quelqu'un, il a besoin de créer ce lien de confiance, qui est normal. Donc, je serais tenté de dire, ça fait un moment que moi, je suis en contact avec les artisans. Moi, on a aussi cette faculté-là. Mais c'est le travail de longue date. Un artisan, un chef d'entreprise, il ne se confie pas comme ça facilement à quelqu'un, un étranger, sur ses difficultés quotidiennes. Donc, il faut créer d'abord ce que je m'y appelle le lien de confiance. Ce lien de confiance, il faudra le créer demain si vous êtes à la présidence de la Chambre de métiers et de l'artisanat avec 23 000 chefs d'entreprise. C'est C'est un vrai challenge. un grand défi à relever parce que quand on est chef d'entreprise, on se dit, pendant plusieurs années, on a l'expérience que c'est une expression qui m'aime bien, un rien, il tombe du ciel. Il faut aller chercher les solutions. Nous les confronter à un certain nombre de problèmes, souvent très pénalisants dans nos activités. Il faut aller chercher les réponses pour les solutionner. Oui, nous avons un défi à relever, encore plus maintenant, par rapport au contexte dans lequel nous sommes, la crise sanitaire qui a eu un impact violent sur nos petites entreprises. Ça a fait changer nos habitudes, ça a fait changer nos réflexions sur l'avenir, parce qu'on est quand même dans une situation où tout est flou. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. On a une seule volonté, c'est rebondir. Mais rebondir, il ne faut pas qu'on rebondisse sur une situation qui est fragilisée. L'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que devons-nous faire pour donner une lueur d'espoir aux chefs d'entreprise. Je veux pas y être, le contexte économique fait que les artisans, les petites entreprises sont souvent en sous-traitance avec grosses entreprises, répondent pas souvent aux appels d'offres des marchés publics, que ce soit le conseil régional ou le conseil départemental. Il y a eu ce contexte-là avant le Covid. Comment ça se passait pour les artisans à ce moment-là, pour les petites entreprises? Quelles étaient leur situation? Aujourd'hui, même avant le Covid, notre système économique était déjà fragilisé. Les artisans, ils se battent pour avoir du travail et malheureusement, c'est un véritable constat. D'ailleurs, c'est un sujet d'actualité, c'est un des sujets sur lesquels nous allons nous positionner très sérieusement, c'est les réajustements des prix et notamment sur la sous-traitance quand c'est le cas. Nos artisans, on les impose une tarification qui ne leur donne pas une certaine aisance pour répondre à leurs obligations, notamment sociales et fiscales, et même sur le plan de l'investissement, développement, etc. Donc, on les ramène à des situations très fragiles. C'est un vrai débat. Donc, la sous-traitance, nous ne disons pas non, mais il faut qu'elle soit maîtrisée et on rentre dans un aspect gagnant-gagnant. Ce n'est pas le gros qui exploite le petit, c'est le gros qui collabore avec le petit. Voilà notre position, c'est celle-là que nous allons défendre. Le contexte sanitaire depuis mars 2020 a encore plus fragilisé les artisans, les entreprises par rapport aux grosses entreprises à travers la sous-traitance. On peut pas dire que ça a fragilisé. Déjà, il y a un manque considérable de travaux. Il y a eu la route du littoral qui n'est pas terminée.
Ensuite, il y a eu d'autres projets qui sont restés dans les tiroirs. Aujourd'hui, pour parler, parce que la sous-traitance, c'est souvent dans le secteur du bâtiment, du BTP et tous les métiers qui tournent autour. Il y a une nécessité aujourd'hui, par exemple, sur un sujet, on sait qu'on est en retard considérable sur notamment la construction ou de rénovation du bâti existant ou de construction de nouveaux logements. Il faut que ce dossier-là doit permettre à une relance économique, notamment dans le bâtiment. Et quand on va parler de ça, il faut que nous fassions une relance économique sur des tarifications, une méthodologie des prix qui correspond à la réalité. C'est-à-dire on ne peut pas non plus continuer à fragiliser les entreprises. C'est le moment ou jamais de remettre tous ces problèmes-là à plat. Un point qu'il va falloir sans doute revenir dessus, parce que ça pose le problème, c'est la faiblesse des artisans et la faiblesse des petites entreprises de ne pas être d'abord de ne pas se regrouper pour répondre à des appels d'offres. Comment Jérôme Bayet voudrait faire pour que les petites entreprises soient plus solidaires, et une plateforme pour pouvoir justement répondre à des appels d'offres et aussi affronter un contexte économique qui exige un juridique, un comptable, du monde que les autres entreprises n'ont pas les moyens de se payer, mais que la Chambre des métiers peut contribuer à mettre en place. Alors, il y a un cadre légal qui existe aujourd'hui, notamment pour revenir sur l'histoire de sous-traitance et les prix anormalement bas. Il y a eu la loi sur l'égalité réelle. Dans cette loi-là, il y a un volet sur le plan économique qui régit tous les aspects de la sous-traitance. La sous-traitance, et là, on peut rentrer dans cette loi-là et les mettre en application. Concernant le potentiel de regroupement des artisans, on ne peut que les encourager. Souvent, on me dit, au lieu de nous gagner pas rien, il vaut mieux nous les ensemble pour nous gagner une affaire. Donc, c'est ça le but. Nous, à la Chambre des métiers, et demain, si nous sommes aux affaires et on a les leviers en main, c'est un aspect des choses que nous allons accompagner pour leur dire restez pas isolés. Il vaut mieux vous mettre faire une harmonisation des moyens et du savoir-faire et que nous allons nous positionner sur la commande publique unie, organisée. Et je pense que les artisans, plus que jamais, ils ont besoin d'être accompagnés là-dedans. Ça, nous allons relever aussi le défi là-dessus. Mais il faut les informer. Comment nous allons faire? Il faut les rassurer. Il faut créer le cadre qui favorise les groupements dans le cadre de la réponse des marchés publics. Je voyais, la Chambre des métiers n'a pas souhaité, et jusqu'à maintenant, on n'a pas vu la Chambre des métiers apporter ce soutien, créer un guichet qui permet aux entreprises de se regrouper, qui permet de répondre aux appels d'offres, d'accompagner les entreprises. Cette nécessité-là, à quel moment il faudra prendre en compte? Alors, globalement, la volonté que nous avons aujourd'hui, on le voit bien là à travers. Et c'est un constat. Beaucoup d'artisans se posent la question à quoi sert une chambre des métiers. La chambre des métiers, c'est la maison des artisans. Et je le dis, je le redis. La chambre doit être l'axe central. Un artisan, il lève le matin, il doit dire moi, on a un problème, mais c'est qui mon interlocuteur? Ça doit être la chambre des métiers. Donc, oui, il faut que nous ayons cet élan de solidarité. Parce qu'on est une grande famille, 26 000 entreprises, pratiquement la moitié dans le BTP. Donc, les représentants, les élus demain, ont cette mission-là, c'est-à-dire rendre la Chambre des métiers aux artisans, plus de proximité, être à côté d'eux sur les problèmes quotidiens. Pas seulement pour solutionner des problèmes, mais aussi pour leur permettre de faire prospérer leurs entreprises. D'ailleurs, notre programme qu'on va porter devant les institutions, c'est sur 3 axes majeurs. Il faut d'abord sauver les entreprises. La situation est grave. Beaucoup d'entreprises en difficulté. J'entends là-dessus. Oui. Ça veut dire que quelque part, avec le plan de la relance, par exemple, du gouvernement, j'allais dire orienter un petit peu les entreprises vers ces possibilités d'avoir des marchés, d'avoir du soutien, d'avoir des aides. Ça, c'est une... Et évidemment, c'est la mission première de la Chambre des métiers, sauver les entreprises pour assainir la situation. On ne bâtit pas sur un socle fragilisé. Deuxièmement, relancer, effectivement, 100 milliards d'euros annoncés au point de vue national. Quelle va être la part des départements d'outre-mer et en déclinant, quelle va être la part du secteur pour la Chambre des métiers. Mais il faut qu'on s'inscrit dans cette démarche-là. Il faut qu'on apporte un projet, qu'on fasse financer pour permettre aux artisans de rebondir. Donc, la mission est importante là. On est dans un tournant là important. Donc, oui, sur le plan de relance, la Chambre des métiers, demain,
doit être en mesure de proposer des actions pour permettre aux artisans de relever la tête. J'aimerais comment faire pour des chefs d'entreprise qui souvent sont au taquet, sur les chantiers tôt le matin, jusqu'à tard le soir, qui n'essayent que de finir projet après projet pour gagner un peu d'argent. Comment communiquer avec eux? Comment faire en sorte qu'ils vous accompagnent aussi? Parce que vous mettez à la rigueur que vous essayez de les accompagner, c'est une chose, mais il faut aussi qu'ils soient présents, qu'ils vous accompagnent, qu'ils soient là pour répondre à vos sollicitations. Et vous le savez, vous êtes bien mieux placé que moi pour savoir qu'un chef d'entreprise, souvent, n'a pas le temps de s'occuper de la paperasse, de l'administratif, et encore moins des appels d'offres. Ben, voilà un plan d'action dans la relance. Au lieu que c'est les artisans qui viennent vers la Chambre des métiers, c'est la Chambre des métiers qui doit venir vers les artisans. Et dans notre programme, nous dit, allons mettre en place une brigade de proximité. Pas seulement pour aller régler les problèmes tous les jours, mais c'est pour dire aux autres, voilà ce que nous peut faire la Chambre, qui va permettre aux autres demain de faire prospérer les entreprises. Venez, on leur tend la main. Parce que isoler, ce n'est pas la solution. Dire, ah, moi, pas besoin des autres, moi, pas besoin. Non, on a besoin de tout le monde. Une entreprise, on est dans un milieu économique où tout est en jonction. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin de la Chambre des métiers. Elle est l'axe central du développement économique. Donc, sans chambre des métiers, sans chambre de commerce, les artisans et les commerçants, les entreprises de manière générale, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Donc c'est à nous, demain, élus de la chambre des métiers, d'aller vers les artisans et de les solliciter, de les inviter à venir travailler avec nous. Il faut restructurer les filières. Et c'est dans ce plan de relance-là que nous allons pouvoir le faire. Parce que si nous ne nous faisons pas, les autres vont faire. Hein. Les grosses entreprises qui sont déjà, ils ont bien pignon sur rue, ils vont le faire. Hein. Mais si nous, on reste chacun de notre coin, il est normal qu'un artisan ne pourra pas solliciter des financements dans le cadre du plan de relance, c'est le rôle de la Chambre des métiers. Mais après, elle décline avec les moyens qui seront les nôtres demain au bénéfice du plus grand nombre, dont les artisans. Voilà l'enjeu. Donc je leur dis, ne vous éloignez pas de la Chambre des métiers, c'est votre maison. Venez au sein de la Chambre des métiers, c'est là qui est en partie les solutions à vos problèmes. Dans cette campagne que vous avez commencée, que vous demandent les artisans et chefs d'entreprise d'aujourd'hui? Mais ils veulent un véritable changement. Aujourd'hui, il y a un problème. On va sur des sujets très précis. L'artisan a besoin de quoi? Il a besoin de financement pour développer son entreprise. On regarde tous les aides qu'il a mis en place au sein du Covid. Les aides ont été proposées. Mais le seul problème, il y a des freins, notamment sur les dettes sociales et fiscales. Il faut être à jour. Il n'y a aucune solution qui a été proposée là-dedans. Et nous, on porte un projet pour dire qu'il faut geler les dettes sociales et fiscales. On ne peut plus continuer là-dedans. Sur la retraite, oui, moi, j'ai promis à dire, allons pas chercher midi à 14h. Le gouvernement propose dans la refonte, la réforme des retraites, une retraite universelle, c'est-à-dire chacun des concitoyens, citoyens, le français va pouvoir bénéficier d'une retraite. Aujourd'hui, les artisans qui touchent 80, 150 euros. C'est de l'injustice sociale, tout ça. On parle de retraite, là. On parle de retraite. Donc, nous, oui, on va soutenir le projet de retraite universelle. Elle est là, la solution. Donc, pour permettre aussi aux entreprises, aux chefs d'entreprise d'être tranquilles, il a besoin aussi de savoir qu'il est bien protégé, socialement parlant. Et que demain, qu'il travaille un certain nombre d'années, il sait qu'il aura une petite retraite à la fin qui va lui permettre, demain, de vivre normalement. Mais pas être en dessous du seuil de pauvreté. On ne peut plus rester là-dedans. Il y a un moment donné, le gouvernement a proposé une loi pour que les chefs d'entreprise, les artisans, ou bien les personnes indépendantes, enfin les travailleurs indépendants, aient droit aussi aux allocations chômage. Alors, et ce projet a été retiré après. Vous pensez qu'il faut le reprendre? Mais il n'a même pas besoin d'aller retirer, réinventer. Il existe déjà. Moi, personnellement, je cotise dans une caisse pour assurer demain j'ai une perte d'activité, on va me verser une allocation de chômage. Mais ça, il faut expliquer aux artisans ça. D'accord. Ça existe déjà. Il suffit de le proposer. Demain, une personne, il vient créer son entreprise à la chambre de métier, c'est pas une obligation. Hein. Il a le droit de le faire. Choix. Mais nous, on va lui dire l'intérêt de prendre ça. Quand il vient créer son entreprise, on va dire, voilà, vous allez créer votre entreprise, voilà ce qu'on vous propose en protection sociale, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Là aussi, il faut qu'on ait un vrai pôle juridique et social pour informer les artisans. Ils ont besoin d'informations. On doit les guider vers la bonne voie. Ça aussi, c'est une mission forte de la Chambre des métiers. On parle de retraite, donc on faudra parler de transmission. Évidemment. C'est aussi l'enjeu. Aujourd'hui, on a un mode social où le taux de chômage, il bat tous les records.
la solution est aussi dans les activités artisanales. Il y a probablement, dans les prochaines années, des salons de coiffure à céder, des salons d'esthétique, des garagistes, des patentes de taxi. Il y a un certain nombre d'entreprises à céder. Pourquoi ? Parce que le chef d'entreprise arrive à un certain âge, à un moment donné, c'est normal qu'il cesse. Mais son activité qu'il a créée, qu'il a fait vivre pendant de nombreuses années, il devrait pouvoir transmettre soit un membre de sa famille, son fils, sa fille, un membre très proche. Nous, Chambre des métiers, on doit faciliter la transmission d'entreprise. On doit les accompagner. Ça aussi, c'est une grande mission. Nous sommes là aussi dans l'ère de la transmission. La transmission, c'est ça. Ne pas laisser dévaloriser les entreprises artisanales, c'est les valoriser pour que nos jeunes, demain, soient incités à venir les reprendre. Il faut créer le cadre. Et là, c'est un paradoxe, surtout dans un cadre où le chômage est quand même à des hauts niveaux. Parfois, le chef d'entreprise a du mal à trouver celui qui pourrait reprendre ton entreprise. Nous allons, nous, créer à la Chambre des métiers une plateforme d'affaires. Ça, nous allons dire aux artisans, vous voulez vendre votre entreprise ? On va mettre sur un site, il y a des moyens. Donc, et on va communiquer là-dessus. Souvent, au lieu de créer une entreprise qui est compliquée, il faut le dire, la solution, ce serait peut-être de reprendre une entreprise. Mais il faut qu'on crée la plateforme et on crée les conditions. Ça, c'est la transmission, mais on peut aussi céder l'entreprise. Donc, nous allons mettre en place une plateforme de cession d'entreprise. Céder les entreprises, mais en même temps, ça amène la question de la formation. Est-ce que le repreneur est assez formé ? Est-ce qu'il connaît tous les usages de l'entreprise ? Ça va être de votre responsabilité également, là. Mais évidemment, il y avait la formation du SPI, c'est-à-dire qui était devenue obligatoire, ce n'est plus obligatoire aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas obligatoire qu'il ne faut pas faire. Alors le SPI, on va juste expliquer c'est quoi le SPI. C'est le stage de préparation de création d'entreprise. Donc on vous donne, et si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas créer l'entreprise. Ça, ce n'est plus obligatoire. Mais ça en demeure pas moins qu'un repreneur d'entreprise, un nouveau créateur, un jeune, il a besoin de se former. Parce que croyez-moi, pour avoir eu des entreprises pendant des années, que je suis toujours dedans, c'est un vrai labyrinthe. Si un chef d'entreprise n'est pas un minimum de connaissances dans lequel il va s'engager, il va être un parcours très, très difficile. Donc nous allons mettre des outils de formation pour les nouveaux repreneurs ou de créateurs d'entreprises. Ça va de soi. Il faut qu'elles soient adaptées, qu'elles ne soient pas trop contraignantes. Mais ça, c'est un volet important. Mais au-delà de la formation, il y a aussi le financement. Il faut qu'on les explique quelles sont les possibilités en matière de financement, de reprise d'entreprise, de développement d'entreprise. Donc tout ça, c'est la mission de la Chambre consulaire. Quels sont les autres éléments de votre programme et quels sont les autres éléments justement qu'il faudrait mettre en place, développer pour mieux accompagner les artisans et les entreprises à La Réunion? Déjà, je pense qu'il y a 4 grandes familles dans l'artisanat. Vous avez l'alimentation, le bâtiment, la production et les services. Donc, il faut aller discuter avec les chefs d'entreprise pour que nous ayons des remontées de terrain et quelles sont leurs doléances. Nous avons pour mission de faire des actions qui collent au plus près des besoins des chefs d'entreprise. Il y a un certain nombre de domaines. Je veux dire, on a évoqué là la formation, le financement, la protection sociale, la transmission d'entreprise. Donc, il y a un certain nombre de choses. L'enjeu, c'est d'aller écouter nos artisans et faire des actions qui correspondent aux attentes des artisans, c'est-à-dire une politique de proximité. Voilà ce que nous allons faire. Ce qui voudrait dire aussi, aujourd'hui, il faut arrêter de vouloir que l'artisan, le chef d'une petite entreprise, soit obligé de tout connaître, la comptabilité, la gestion, l'administration, le social, pour pouvoir être chef d'entreprise, alors qu'il a 3 ou 4 salariés et qu'il a la tête dans les guidons. Ce qui l'intéresse, c'est de réaliser son chantier. Est-ce qu'il faudrait aussi, à ce moment-là, que la Chambre mette en place des structures qui s'occupent de cette partie administrative, comptable et financière pour les artisans? Je l'ai dit, nous allons mettre en place un véritable pôle juridique, social et comptable, si on peut appeler ça comme ça, où on va mettre des moyens en place d'harmonisation
pour que les artisans puissent se reposer sur la chambre dans certains domaines. Mais après, il y a un minimum de choses que le chef d'entreprise ne peut pas non plus déléguer. Mais il faut il s'approprie tous ces éléments-là qui, malheureusement, il fait partie de la vie de tous les jours. On ne pourra pas tout faire à la place du chef d'entreprise, mais nous sommes là pour l'assister. L'assister dans le bon sens du terme. L'assister pour le mettre en phase avec tous les dispositifs existants et essayer de simplifier les choses. Mais avant d'aller, de dire qu'on va faire ça, aujourd'hui à la Chambre des métiers, en règle générale, nous devons dire à nos autorités, à nos gouvernants, faisons de sorte que nous allons continuer une politique de simplification. Simplifions la tâche du chef d'entreprise. Il faut que le chef d'entreprise consacre plus de temps à la productivité de son entreprise qu'à aller perdre son temps dans les paperasses. La paperasse, je le dis ici, c'est du non productif, ça. Mais il faut quand même le faire. Il faut le faire, mais il faut simplifier. L'artisan, le chef d'entreprise, il reçoit trop de papiers. Il noie y aller dans les papiers. Ça, c'est l'autorité de... Vous parlez de guichet unique, mais ça c'est vraiment au goût du jour. Simplifier la vie du chef d'entreprise. La Chambre des métiers, demain, doit se positionner là dans cette voie. Parce que c'est la solution pour permettre aux chefs d'entreprise de consacrer plus de temps à la productivité. Quand on dit productivité, c'est une augmentation de chiffre d'affaires, c'est de la modernisation, c'est le temps de consacrer, la productivité, le développement entraîne les créations d'emplois. Le chef d'entreprise, il doit être consacré là-dedans. On ne vient pas lui mettre un gros boulet dans son pied avec une masse de travail administratif qui ne produit rien que des embêtements. Voilà, nous, on va se battre pour qu'on aille vers la simplification. C'est un paradoxe dans le contexte actuel où les administrations font de moins en moins, exigent de plus en plus des entreprises, des chefs d'entreprise, que ce soit pour le social, que ce soit pour l'administratif, que ce soit pour les impôts. Le chef d'entreprise doit de plus en plus être polyvalent pour pouvoir répondre à ça. Et malheureusement, pour lui, ça se complique un peu plus. Justement, il faut savoir aussi, demain, on est à la Chambre des métiers, on siège aussi à ce qu'on appelle l'Assemblée permanente des chambres des métiers de France. Il va avoir les présidentielles de 2022. Il faut que nous soyons capables, nous aussi, élus représentants des artisans, de s'adresser à nos futurs responsables pour leur dire, s'ils veulent une relance économique dans notre pays, il va falloir faciliter la vie aux chefs d'entreprise. C'est de notre responsabilité et nous allons le faire. Et autre chose par rapport à ce que vous voulez dire, qu'est-ce que les entreprises veulent que demain, si vous arrivez à la Chambre, vous faites tout de suite? Tout de suite, là, la première chose qu'on va faire, nous, c'est qu'on va exiger légalement le gel des dettes sociales. D'accord. Parce que c'est un poids qui pèse sur nos chefs d'entreprise. Et quand notamment le président sortant dit il faut reporter. C'est pas notre position, nous. Hein. On reporte une affaire qu'on n'a pas gagné payer aujourd'hui. On va payer après. Comment il va faire? Il faut geler, il faut se mettre autour d'une table. Et ma réflexion va beaucoup plus loin que ça. S'il n'a pas payé aujourd'hui parce que les charges dans notre pays sont lourdes, dans le cadre des élections présidentielles, ça va faire partie aussi de nos propositions. Nous sommes le pays où les taxes et les charges sont les plus élevées, qui est un véritable frein au développement économique. Ça aussi, il faut qu'on soit capable demain de dire, allons débattre là-dessus. Il faut que les taxations de notre pays fassent l'objet d'une refonte. Parce que si on règle le problème des dettes aujourd'hui, il va revenir demain. Jean-Bayette, ça veut dire qu'aujourd'hui, on prend l'hypothèse que demain vous êtes élu avec votre équipe à la Chambre des métiers, vous allez jusqu'à Paris pour faire entendre la voix des artisans pour que cette question de dette sociale soit résolue rapidement. En tout cas, la question c'est est-ce qu'on va entendre la voix des artisans pendant cette élection présidentielle? Mais évidemment, les artisans, c'est nos commerçants, nos acteurs économiques de proximité. C'est la France. C'est un tissu qu'on ne peut pas négliger. Tout le monde a besoin d'un artisan. Ou sort d'autres cases le matin, ou s'achète tout de pain, ou s'achète tout ça. C'est un boulanger. Ou s'achète toute pâtisserie, ou s'achète la viande, ou ça coiffé, ou prend un taxi, ou l'autolé, les en panne, ou amène chez qui. C'est un artisan. C'est toute notre vie, ça. Donc, nous avons le devoir d'aller défendre ces acteurs économiques-là. Oui,
Il faut que nous porte la voix des artisans dans le cadre, pas seulement des élections. Il ne faut pas attendre les élections, il faut faire tout de suite. Mais là aussi, il fait un appel à l'ensemble de nos parlementaires. Les artisans la votent pouzotte. Donc écoute à nous, nous avons des choses à dire. Et nous voulons ouvrir un débat avec nos parlementaires, notamment sur le problème de gel de dette sociale et anticiper sur la refonte des assiettes de cotisation. Ça, c'est un problème fondamental qui est pénalisant pour le développement économique et a de l'impact sur la création d'emplois. Donc il faut lancer un débat là-dessus, il est inévitable. Nous, dans une période là, il faut qu'on réfléchisse pour rebondir sur de meilleures conditions, que l'environnement s'apprête, que nos entreprises puissent prospérer et demain nos jeunes reprendre la main sur nos entreprises. Mais s'il y a un enfant, il voit son papa aller dans la souffrance tous les jours là, avec tous les problèmes que nous en avons là, demain matin, il n'a plus envie de prendre l'entreprise de son papa ou de sa maman, lui. Mais si son papa est heureux, il a le bien-être, il vit bien, il gagne, il transmet à son enfant. Mon enfant, l'entreprise, ça va, il fonctionne, prépare où va reprendre. Mais le papa, la maman, là, il ne veut pas donner l'entreprise à son enfant si les affaires ne marchent pas bien, ou c'est des tracas pour lui demain. Donc tout ça, ces notions humaines-là, nous doit prendre en considération. Et ça, il faut que les élus entendent ça. La question, Jérôme Payette, l'artisanat doit rester la première entreprise de France? Nous n'est pas dans une compétition. Évidemment, on le dit souvent. Amis Diazot, arrête de dire. Allons faire de sorte qu'elle est véritablement ça, la première entreprise de France. Pour l'instant, le corps artisanal est en souffrance. Il y a beaucoup qui vont disparaître si on ne fait rien. Nous sommes dans une situation grave. Et ce n'est pas avec des paroles, c'est avec des actions et l'écoute des autorités. Moi, je me dis tout de suite, demain, l'élu président, mais réunit mon équipe d'élus, nous passe à l'action tout de suite. Nous n'attendons pas demain. Demain, parce que le temps, il joue contre nous. Les entreprises peuvent mourir dehors. C'est là qu'il faut faire des actions. C'est-à-dire, le 19, nous avons le résultat des élections. Nous serons aux affaires fin octobre. Il faut tout de suite nous mettre à nos travail. Merci, Jérôme Payette, merci pour cet échange. On va passer à autre chose. Pour l'heure, je vous propose une petite pause. Cet ouvrage, pour vous, d'abord, l'essentiel? Bien, c'est un ouvrage en hommage à Sudelfuma. Cet ouvrage donc rassemble des contributions sur la notion de résistance en situation esclavagiste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Sudelfuma avait initié le grand séminaire d'histoire des Outre-mer, donc qui est une rencontre de chercheurs annuelle qui se fait une fois à La Réunion, une fois aux Antilles, une fois à Paris, et qui existe depuis 2012. Et donc cet ouvrage, c'est finalement la publication d'un certain nombre d'articles de ces conférences qui s'interrogent sur la notion de résistance. En effet, le thème de résistance est beaucoup utilisé par les historiens et on se pose la question de savoir si est-ce qu'il peut être utilisé à tout moment. Est-ce que lorsqu'un esclave agit contre son maître, est-ce qu'il agit contre l'esclavage? Je vais prendre un exemple, par exemple un esclave qui vole pour se nourrir. Est-ce qu'on peut considérer cela comme une résistance politique à l'esclavage ou comme un acte de survie? Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'ouvrage s'appelle « Acte de résistance », parce qu'il semble qu'on est plus dans des notions concrètes d'opposition que dans la conception d'une résistance consciente à l'esclavage. Si on regarde l'histoire de l'esclavage, on voit qu'au départ, c'est juste un rapport de force. Comment on explique que, en termes de sociologie, que ce rapport de force est devenu un élément économique? Alors,
la plupart des sociétés humaines reposent sur le rapport de force et sur l'exploitation des plus faibles par les plus puissants. La particularité de l'esclavage, c'est de s'intégrer dans une communauté, dans une économie beaucoup plus large. Ça, c'est un facteur que l'on voit très souvent dans toutes les sociétés esclavagistes, que ce soit l'Empire romain, le monde arabo-musulman. C'est toujours de cette manière que cela se fait. C'est-à-dire que ce sont des esclaves qui viennent d'horizons extérieurs, lointains. Donc ce sont ces personnes-là qui sont réduites en esclavage. Et effectivement, ce qui est utilisé pour les réduire en esclavage, c'est le fait de que certains anthropologues appellent donc l'étranger ultime, et on profite de cette situation pour réduire donc des hommes à l'exploitation la plus totale. Mais il y a quand même des similitudes avec des situations bien présentes, notamment lorsque on voit le recours au travail clandestin de personnes qui sont sous-payées. Alors ce n'est plus de l'esclavage, mais c'est toujours, une fois de plus, des personnes qui viennent de très loin, qui sont exploitées. On voit dans la posture de Sudelfuma, justement, cette volonté de montrer que ce soit à l'époque de l'esclavage ou aujourd'hui, on a usé et abusé de ces systèmes-là pour assouvir le peuple plus faible. Oui, alors ce système de domination est avant tout pour permettre l'enrichissement des maîtres. Nous connaissons tous l'engagement politique de Sudelfuma. Ce n'était pas uniquement un historien, il a été vice-président du Conseil général. Donc l'hommage qu'on souhaite lui rendre, c'est à la fois en tant qu'historien, en tant que personnage public, en tant qu'homme. Et c'est sûr que le message qui se dégage de nos travaux, c'est une volonté de remettre en cause ces systèmes de domination des plus faibles par les plus forts. Comment vous, en tant que maître de conférence, vous expliquerez, vous analyserez cette volonté qu'il avait de vouloir mettre en avant l'identité réunionnaise, parce que l'esclavage pour lui était un des piliers de cette entité? Alors, moi je l'ai vu à travers ce qu'il a fait. Et je pense qu'au-delà de l'identité réunionnaise, il est responsable de la chaire UNESCO. Il avait vraiment une vision océan Indien des choses. Il organisait des colloques avec des collègues du Mozambique, de Madagascar, de l'Inde, de l'île Maurice, de la Réunion. Et donc il était effectivement très attaché à ce monde de l'océan Indien, qu'il a toujours considéré comme donc un monde qui avait de fortes connexions et dont il fallait justement renouveler les relations. Et on le voit, parfois il faut attendre le 20 décembre, mais au-delà même de ce que pouvait dire Sudelfuma, mais surtout dans ce qu'il était, c'était vraiment quelqu'un qui avait une identité très marquée de l'océan Indien. Et ça, aujourd'hui, est-ce que c'est une chose qu'il faut mettre en avant? Parce que entre les îles des Mascareignes ou bien l'archipel des Comores ou des Seychelles, on voit que les connexions se mettent en place. Comment faire en sorte aujourd'hui pour que l'identité de l'océan Indien ou de la Réunion ait sa place dans cette mondialisation? La question est très vaste. Maintenant, je me contenterai uniquement de la question en histoire. C'est important que l'histoire de l'océan Indien soit connue, ne serait-ce que sur l'histoire de l'esclavage. Vous voyez, on a tendance à dire traite transatlantique, mais en ce qui concerne l'océan Indien, la traite des esclaves, c'était une traite dans l'océan Indien. Donc l'Atlantique, là-dedans, on avait été quand même très éloigné. Et donc,
il y a vraiment effectivement une défense des spécificités de cet esclavage dans l'océan Indien. Ce qu'on sait par exemple, c'est que les navires qui faisaient la traite dans l'océan Indien transportaient beaucoup moins d'esclaves que les navires la faisant dans l'océan Atlantique, mais aussi transportaient des bœufs, transportaient du riz venant de Madagascar par exemple. Et cette traite s'inscrivait dans des circuits vraiment très localisés. Vous voyez, par exemple, on ne peut pas parler de commerce triangulaire lorsqu'on parle de la traite dans l'océan Indien. Et pourtant, je crois que c'est ce qu'on apprend aux élèves. C'est une traite en droiture. Les navires partent directement de la Réunion ou de l'île Maurice pour aller s'approvisionner à Madagascar ou au Mozambique ou à Zanzibar. Donc voilà, il y a une responsabilité des chercheurs, des universitaires pour faire avancer cette histoire de l'île de la Réunion, mais voilà, connectée avec l'ensemble de son bassin océanique.